Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en gastrologie. Aujourd'hui, on va continuer dans le cours le plus important, c'est les cirrhoses hépatiques. Et dans cette partie, l'avant-dernière, on va voir les diagnostics, le traitement et la prophylaxie primaire. Donc, vous allez trouver comme d'habitude tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner chers amis afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Un maximum de j'aime, un maximum de partage. Donc aujourd'hui, on va aborder avec le diagnostic. On commence avec le diagnostic. Il se fait en trois étapes. Donc devant une cirrhose, le diagnostic se fait en trois étapes. Premièrement, un diagnostic positif et différentiel. Éliminer tout ce qui n'est pas de cirrhose. Deuxièmement, le diagnostic étiologique. Je vous invite à consulter la partie précédente. On a abordé les étiologies avec détail. Et bien sûr, le diagnostic de gravité. Cirrhose est une affection très grave. Concernant premièrement le diagnostic positif. Premièrement, évoquer devant des signes d'hépatopathie chronique. Donc, devant des signes d'hypertension portale, on avait vu ça précédemment, devant une insuffisance hépatocellulaire et avec des anomalies morphologiques de la glande hépatique. On avait dit que le foie va devenir avec un bord qui est tranchant et il est indolore, je répète. On a abordé ça avec détail précédemment. Donc, tout ça, ce sont des signes évocatrices d'hépatopathie chronique. Et deuxièmement, comment faire le diagnostic de certitude? On avait vu ça précédemment. C'est confirmé par l'anatomopathologie, par la ponction biopsie hépatique, soit transcutanée, soit transjugulaire. Je vous invite toujours à consulter les parties précédentes pour mieux comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans l'anatomopathologie? On répète, on va noter une fibrose qui est étendue avec des nodules de régénération qu'on a abordé avec détail dans la physiopathologie. Donc, premièrement, évoquer devant toute pathologie chronique, devant toute hépatopathie chronique, avec la triade hypertension portale, insuffisance hépatocellulaire, des anomalies morphologiques des glandes hépatiques, soit atrophiques, soit hypertrophiques. Donc là, vous allez évoquer le diagnostic de cirrhose et vous allez le confirmer avec de la biopsie hépatique. Vous allez noter les deux critères que je vous invite toujours à les garder en tête. C'est la fibrose étendue avec les nodules de régénération sur une coupe histologique dans l'examen microscopique. Donc le diagnostic positif, c'est facile. Passons maintenant au diagnostic étiologique. Donc l'enquête étiologique, elle passe par deux étapes. Une étape qui est clinique et une étape pas clinique. Donc diagnostic étiologique, rechercher l'étiologie. Bien sûr, toujours l'arme, le premier arme du médecin, du praticien, c'est de l'interrogatoire minutieux, l'enquête policière afin de déceler tous les données concernant l'état, les habitudes de vie, la notion d'éthylisme, tout ce qu'on a vu précédemment avec un examen clinique complet. Donc, interrogatoire minutieux, examen clinique complet, vous recherchez tous les signes qu'on a vus précédemment, l'acide, la circulation veineuse collatérale, et deuxièmement, les étapes paracliniques afin de rechercher les causes, les étiologies. Et on avait dit précédemment que c'était les virus qui ont été la première cause de cirrhose. Donc, une sérologie virale, je répète, B, C et D. Les virus alphabétiques, je répète pour la deuxième fois, qui sont responsables de cirrhose, c'est le virus alphabétique B, C et D. Les deux A et E ne sont pas responsables de cirrhose. Faites attention, ils ne vont pas passer à la chronicité, ils ne vont pas causer de cirrhose. Donc, sérologie virale B, C et D, comme on a vu précédemment. Un bilan d'auto-immunité comme on a vu dans la partie précédente. Chercher les anticorps antinucléaires, chercher les anticorps anti-LKM1 et anticorps anti-muscle lisse et anticorps antimusculaires. Donc, c'est les causes auto-immunes. Et dernièrement, un bilan métabolique pour rechercher des causes qui sont métaboliques. Un bilan martial, chercher du fer. Pourquoi? Pour impliquer l'hémochromatose. Un bilan cuprique, l'excès en cuivre.
c'est la maladie de Wilson, comme on avait vu précédemment. La surcharge en cuivre, c'est une cause de cirrhose. Et le syndrome d'insulinorésistance. Donc tout ça, on avait vu précédemment. Donc ces deux dernières parties seront un récapitulatif de ce qu'on avait vu dans la physiopathologie, dans les étiologies et de la symptomatologie. Donc, étape clinique, interrogatoire, examen clinique total, étape paraclinique, sérologie en premier plan, les virus alphabétiques B, C et D, enfin, impliquer une cause virale, une cirrhose hépatique d'origine virale, un bilan d'auto-immunité, impliquer l'hépatite auto-immune, impliquer la cirrhose biliaire primitive, imprimer la cholangite sclérosante primitive. Donc, tout ça, ce sont des causes de immunitaires, des causes auto-immunes. Dernièrement, un bilan métabolique, rechercher l'hémochromatose par un bilan martial, rechercher maladie de Wilson par un bilan cuprique, excès en cuivre, et dernièrement le syndrome d'insulinorésistance qui va finir pas seulement par de la cirrhose, mais même avec du carcinome, malheureusement carcinome hépatocellulaire. Donc, deuxièmement, pour le diagnostic étiologique, c'est facile et j'espère que c'est clair. Troisième étape, le diagnostic de gravité. Et là, je vous invite à prendre des notes, surtout devant le score de Child et Pug. Donc, premièrement, bien, en premier plan, c'est le score de Child Pug qui va nous orienter vers le degré de gravité d'une cirrhose. Donc, vous êtes censé de le retenir. Donc, ce score, il est noté sur 15 points. Il est noté sur trois intervalles. L'intervalle A, c'est entre 5 et 6, score qui est entre 5 et 6. Un intervalle B, une catégorie B où le score va être inclus entre 7 et 9, ça c'est à retenir. Troisièmement, la troisième catégorie, c'est la plus grave, avec un score qui est situé entre 10 et 15. Et notez bien aussi, ça c'est à noter, que le score de Child et Pug, il est coté sur 5 paramètres que vous êtes censé de retenir, car ils sont bien sûr éteints fréquemment des examens. Premièrement, l'acide. Premier critère dans le score de Child et Pug, c'est premièrement l'acide, l'abondance de l'acide. On donne un point si l'acide elle est absente, 2 si l'acide elle est modérée, 3 si l'acide elle est très abondante. Donc faites attention, il peut s'agir des questions d'examen devant vos cas cliniques. Vous êtes censé de savoir calculer ou bien scorer le patient sur le score de Child Pug. Donc premier paramètre, l'acide, absente 1, modéré 2, abondante c'est 3. Deuxièmement, on avait vu ça précédemment, donc vous voyez le rôle d'enchaînement des cours, c'est l'encéphalopathie hépatique. Donc c'est le deuxième paramètre dans le score de Child et Pug, c'est de l'encéphalopathie. Lorsqu'elle est absente, on donne, bien on cote un point. Lorsqu'elle est d'ordre 1 et 2, qu'on avait vu précédemment, vous avez toujours à traiter les modules en enchaînement, on cote sur 2. Un stade grave avec du coma léger ou coma profond, comme on l'a vu précédemment, c'est à côté de 3 points. Troisième paramètre, c'est l'albumine. Bien sûr, c'est à retenir aussi. Supérieur à 35, 1 point. Entre 28 et 35, c'est 2 points. Inférieur à 28, bien sûr, c'est grave. L'albuminémie, c'est la réflexion de la fonction hépatique. Donc, inférieur à 28 grammes par litre, 3 points. Avant-dernier, c'est de la bilirubine. Donc, à chaque fois qu'on note l'augmentation de la bilirubine, c'est de la défaillance hépatique. Donc, inférieur à 35, c'est 1. Entre 35 et 50, c'est 2. Supérieur à 50, là, vous allez coter 3. Et dernièrement, le taux de prothrombine. Et on va voir ça avec détail dans l'hématologie. Donc, c'est un marqueur de l'activité hépatique. Supérieur à 50, 1 point. Entre 40 et 50%. 2 points. Inférieur à 40, c'est de la gravité. Donc, le risque des hémorragies, on va coter à 3. Donc, le score, il va être calculé sur ces 5 paramètres, je répète. Abondance de l'acide, le type de l'encéphalopathie qu'on avait vu précédemment, le taux d'albumine,
la bilirubine et, plus important, le taux de prothrombine. Vous êtes censé de garder ces 5 paramètres par cœur. Donc, première catégorie, légère ou bien modérée, c'est entre 5 et 6. Un score qui est coté entre 7 et 9, c'est moyen. État grave, c'est entre 10 et 15, c'est la catégorie C. Donc, j'espère que c'est clair concernant le score de Child-Pugh. Ce sont des questions répondues fréquemment. Il est fréquemment répondu dans les cas cliniques et c'est une compétence à retenir en module de gastrologie, surtout en chapitre des pathologies. Donc, le score de Child-Pugh, il va nous permettre de classer, bien de poser le diagnostic de gravité de la cirrhose. Deuxièmement, c'est le score de MELD. Donc, il est utilisé malheureusement pour les patients qui sont en stade terminal. Donc, MELD, ça réfère à End Stage Liver Disease. Donc, ce sont des patients malheureusement à un stade terminal. Donc, c'est pas trop important. Donc, on note qu'à chaque fois que le score de MELD va augmenter, là, c'est le risque de mortalité malheureusement dans les 3 mois. Donc, le score de Child-Pugh il est utilisé pour apprécier la gravité de la pathologie, de la cirrhose. Deuxièmement, malheureusement, le score de MELD, c'est pour les patients à un stade terminal stage. Donc, ça va nous permettre de calculer le taux ou bien l'espérance de vie. Et malheureusement, à chaque fois que le score de MELD va s'augmenter, on note le taux de mortalité à 3 mois qui va être accru. Donc, ça, c'est tout pour le diagnostic avec ces 3 étapes. J'espère que c'est clair. J'espère que vous allez retenir le score de Child-Pugh avec ces 5 paramètres. J'espère que vous allez avoir la compétence, savoir calculer, de savoir apprécier la gravité selon le score de Child-Pugh dans vos cas cliniques, dans vos examens. Avant de conclure cette partie, on va voir le traitement et bien sûr la prophylaxie primaire. Donc, le traitement, notez bien qu'il existe 2 formes, la cirrhose qui est compensée et la cirrhose décompensée comme on a vu précédemment dans les formes. Avec ses complications, l'hémorragie, l'acide, l'encéphalopathie hépatique et malheureusement la dégénérescence vers le carcinome hépatocellulaire. Donc on commence premièrement avec le traitement de la cirrhose dans sa forme compensée. Donc, pour la cirrhose compensée, on a 2 objectifs. C'est premièrement de stabiliser les lésions et bien sûr de prévenir et de rechercher les complications qui sont souvent. Donc la cirrhose malheureusement tend à se compliquer. Concernant le traitement alcoolique, plutôt le traitement étiologique, c'est l'arrêt de l'alcool qui est parmi les facteurs de risque majeurs. Le traitement antiviral contre le virus alphabétique B, C et D, la dépénicillamine, la corticothérapie et des immunosuppresseurs pour lutter contre les causes, je répète, immunitaires et de faire saigner. On va aborder ça avec détail en hématologie devant une hémoconcentration ou bien surcharge, un hémochromatose, une surcharge en fer. Donc on peut faire le recours au saignée pour diminuer le taux du fer et stabiliser les lésions. Deuxièmement, lutter contre les comorbidités. Donc, c'est l'arrêt de l'alcool. Lutter contre l'obésité, qui est un facteur de stéatose. Stéatose, malheureusement, qui tend à se compliquer vers des cirrhoses, comme on a vu précédemment. Et le rôle des médicaments qui sont très hépatotoxiques. Arrêter tout médicament qui est hépatotoxique. Et on va aborder ça très prochainement dans les plaques suivantes. Deuxièmement, prévenir et rechercher les complications. Et premièrement, comme on a vu précédemment, c'est le dépistage. Donc, tout patient cirrhotique, on répète ça pour la deuxième fois, tout patient qui est cirrhotique, il doit subir un dépistage systématique du carcinome hépatocellulaire tous les 6 mois. Quoi s'agit-il en ce dépistage? C'est de l'échographie tous les 6 mois et le dosage d'alpha-fetoprotéine, je répète, qui est le biomarqueur du carcinome hépatocellulaire. Deuxième complication à rechercher, c'est la rupture des varices œsophagiennes, le risque d'hémorragie qui est mortel. Donc, comment faire le dépistage? Comment prévenir ces complications?
par de la fibroscopie œsogastro-duodénale qui se fait de façon systématique, ça c'est à noter, et de la prophylaxie primaire, c'est le traitement de ces varices œsophagiennes avec par les bêta-bloquants, par de la ligature comme on va voir dans la conduite thérapeutique. Donc deux objectifs, stabiliser les lésions. Deuxièmement, rechercher les complications toujours. La cirrhose tend à se compliquer. En prophylaxie aussi, c'est de la vaccination. Pourquoi de la vaccination? Parce que l'immunogénicité vaccinale, elle est réduite chez le sérotique. Vacciner tant pour les non-sérotiques. Et vacciner contre le virus hépatique alphabétique A, anti-VHA, la vaccination contre l'hépatite B, qui est parmi les causes majeures de cirrhose, contre le virus d'influenza et même du pneumocoque. Donc, on note la diminution de l'immunité, si on peut utiliser le terme, de l'immunogénicité, c'est le sérotique. Donc, le foie, c'est le lieu de synthèse des protéines. Et parmi les protéines, c'est de l'immunoglobuline, c'est les anticorps qui permettent de lutter contre les infections, contre les infections. Donc, on note diminution, ça c'est un noté, de l'immunogénicité chez les patients qui sont sérotiques. Et l'indication des vaccinations est parmi les mesures prophylactiques comme traitement aussi devant une cirrhose. Concernant les usages médicamenteux, et on va aborder ça dans le cours de foi et médicaments, donc, on note le risque qui est toxique, qui est très élevé des médicaments pour la prise en charge qui est spécialisée. Donc, faites attention aux médicaments, ils sont très toxiques. On note les aminosides qui sont contre-indiqués, une toxicité rénale qui est très élevée. Donc, parmi les mesures de la précaution dans l'usage des médicaments, éviter. Donc, les aminosides, ils sont contre-indiqués chez un patient qui est cirrhotique. Faites attention, ça c'est premièrement. Deuxièmement, un médicament qui est utilisé en ambulatoire, c'est du paracétamol. Et notez bien, c'est un médicament qui est très hépatotoxique, surtout s'il est associé à l'alcool. Donc, maximum est de 3 grammes par jour, fractionné à 6 heures d'intervalle qui est permis chez un patient qui est cirrhotique. Donc, c'est maximum de 3 grammes à noter, séparé ou bien fractionné pendant 6 heures d'intervalle, ça qui est permis. Au-delà de ça, c'est contre-indiqué. Heureusement, les antidiabétiques et les statines sont autorisés. Les sédatifs, les antiémétiques centraux, somnifères sont à employer, mais avec précaution. L'usage du propofol il est recommandé pour une courte anesthésie qui est générale. Donc, ce sont des mesures à prendre chez un patient sérotique. Évitez les aminosides, faites attention au paracétamol. L'usage des sédatifs, il est avec précaution. Et concernant l'anesthésie générale, l'usage, il est recommandé de propofol comme anesthésie générale chez un patient qui est cirrhotique. Le risque, une réactivation virale B et C et une aggravation de la fibrose sous traitement, à noter de la corticothérapie prolongée à forte dose. Donc faites attention de la réactivation des virus B et C. Donc c'est à rechercher toujours devant un traitement prolongé avec corticothérapie. Donc toute immunosuppression qui est provoquée, vous allez rechercher la réactivation des virus B et C. Et on va aborder ça dans le cours d'hépatite. Donc la corticothérapie prolongée à forte dose, les immunosuppresseurs ou de la chimiothérapie, traitement anticancéreux, les facteurs ou bien anti-TNF alpha, cyclosporine et tacrolimus, donc des immunosuppresseurs qui sont utilisés comme chimiothérapie, traitement anticancéreux, donc à craindre la réactivation par une immunosuppression provoquée des deux virus alphabétiques B et C. Donc, devant cette immunosuppression qui est provoquée, le traitement il est préemptif par les antiviraux oraux concernant le virus. Et
qui est plus virulent et une surveillance stricte des cirrhoses C. Donc, toujours, faites attention chez un patient sous immunosuppresseur. Le traitement par antiviraux B, il est indiqué pour prévenir l'hépatite B et la surveillance stricte de cirrhose d'origine virale C. Donc ça, c'est la conduite à tenir comme prophylaxie devant un patient qui est sérotique. J'espère que vous avez noté tous les points forts. Avant de conclure cette partie, on va voir la notion de la prophylaxie primaire. C'est de la prophylaxie qui est utilisée dans la phase avant le saignement. Donc ça, c'est de la prophylaxie primaire. Donc le terme prophylaxie primaire, il est utilisé dans la phase avant le saignement. Lorsqu'il existe une hémorragie par rupture de varices œsophagiennes, ça, c'est le traitement vers la phase d'urgence. On nécessite un traitement d'urgence et bien sûr, prévention de la récidive qui est malheureusement qui est mortelle. Elle mène au décès. Donc, on va aborder, avant de conclure, la notion de la prophylaxie primaire. Donc, pour la prophylaxie primaire, premièrement, elle est basée sur, ça c'est à noter, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale pour rechercher les varices œsophagiennes. Si cette fibroscopie il est normale, donc pas de varices œsophagiennes, c'est à contrôler tous les 2 ans. Je vous invite à prendre note de cette prophylaxie primaire, de cette conduite à tenir. Deuxièmement, s'il existe de petits varices de stade 1, comme on a vu précédemment, pas de traitement, et là, le contrôle par fibroscopie, il va être admis tous les ans. Donc, fibroscopie de contrôle, une fois par an, tous les ans. S'il s'agit de grosses varices de stade 2 ou de stade 3, là, c'est l'indication. Et bêta-bloquant, premièrement, c'est du propanolol. Le but là, c'est de diminuer la fréquence cardiaque par 25%. On va achever ou bien aboutir à une fréquence cardiaque qui se situe entre 55 à 60 par minute. S'il s'agit de contre-indication ou bien intolérance ou échec du traitement médicamenteux, on n'a que le recours à la ligature élastique qu'on va voir prochainement. Donc, fibroscopie toujours tous les ans devant un aspect normal s'il y a absence de varus. Cette prophylaxie, elle est à faire tous les ans s'il s'agit de petites varices de stade 1, grosses varices de stade 2 ou de stade 3. Indication des bêta-bloquants, si ça ne marche pas, c'est de la ligature élastique. Donc, premièrement, comme prophylaxie primaire, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. Notez ça bien, qui est faite de façon systémique pour rechercher les varices œsophagiennes qui représentent le risque de saignement en craint devant une cirrhose. Et si malheureusement le saignement, on n'a pas pu prévenir le saignement, donc on n'a que le traitement d'urgence devant une hémorragie aiguë. On va voir ça avec détail dans le cours des hémorragies digestives hautes, la rupture de varices œsophagiennes. Donc 3 objectifs sont à faire. Premièrement, contrôler le saignement, prévenir l'encéphalopathie hépatique, comme on avait dit précédemment, les complications neurologiques. Ils peuvent évoluer vers un coma et même décès, et bien sûr prévenir l'infection du liquide d'acide. Donc, contrôler le saignement, la transfusion, garder l'hématocrite à 25-30%, utiliser même un traitement vasopresseur, et même parfois c'est le recours au traitement endoscopique quand on va avoir dans le cours des hémorragies digestives hautes. Deuxièmement, prévenir l'encéphalopathie hépatique. Donc, évacuer le sang du contenu dans le tube digestif, lutter contre la flore bactérienne par le métronidazole ou le néomycine, l'aspiration gastrique et le lavement évacuateur. Donc, c'est l'évacuation du sang pour éviter l'encéphalopathie, je répète, hépatique. Dernièrement, prévenir l'infection du liquide acide et par l'utilisation des quinolones de deuxième génération, la fluoroquinolone, donc c'est la norfloxacine,
à utilisation à dose de 800 mg par jour par os pour prévenir ces trois complications. Donc, je répète, la prophylaxie primaire, elle est basée sur la fibroscopie œsogastro-duodénale. Ça, c'est à noter. S'il s'agit d'hémorragie, on n'a que le recours à traitement d'urgence. Trois objectifs que vous êtes censé de cibler, c'est contrôler le saignement par l'évacuation, comme on avait dit, par un traitement vasopresseur ou même un traitement endoscopique. Une transfusion, parfois, elle est nécessaire devant des pertes qui sont massives. Deuxièmement, prévenir l'encéphalopathie par l'évacuation du sang, du contenu dans le tube digestif et l'aspiration gastrique, le lavement évacuateur, lutter contre la flore bactérienne par le métronidazole et de la néomycine. Dernièrement, prévenir l'infection du liquide acide par la norfloxacine, c'est les fluoroquinolones ou bien les quinolones de deuxième génération. Donc ça, c'est tout pour cette partie. Je vous rencontrerai très prochainement dans la dernière partie qui sera intitulée sur la prophylaxie secondaire. Je vous remercie pour votre attention, chers étudiants. Je vous rencontrerai très prochainement. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.